On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Alors, comme je disais, bienvenue à la webconférence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la docteure Elisabeth Degnaud-Alexandre, qui est chef de service de la radiothérapie au centre hospitalier départemental de Vendée, mais aussi administratrice au sein du comité Vendée de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la radiothérapie, ce traitement, comment il intervient dans le cas de cancer. Et comme d'habitude, la présentation durera entre 20 et 30 minutes et nous réservons un temps d'échange de 15 minutes à la fin de cette intervention. Donc, je laisse de suite la parole à notre experte, le docteur Degnaud-Alexandre. Bonsoir, merci. Donc moi je suis chef de service du service de radiothérapie au CHD et donc je vais vous parler de la radiothérapie pour essayer de faire un petit peu connaissance avec ce traitement qui peut paraître un petit peu barbare. Alors déjà c'est quoi la radiothérapie? Donc thérapie ça veut dire traitement, donc c'est traitement par les rayons, donc plutôt des rayons X qu'on appelle des photons, ou des électrons. Alors ça, on va choisir en fonction du type de tumeur, de la profondeur surtout. C'est un traitement qui peut être exclusif, par exemple dans le cancer de la prostate, ou on peut aussi ajouter de la chimiothérapie, par exemple pour certaines tumeurs cérébrales. Ça peut être un traitement qu'on dit adjuvant, donc le patient a été opéré, et puis après on fait des rayons pour sécuriser. Le plus fréquent, c'est le cancer du sein. Et puis, on peut l'utiliser aussi à visée symptomatique, donc pour traiter des symptômes. Par exemple, une métastase osseuse qui fait mal, donc un traitement à visée antalgique, ou consolidatrice pour éviter qu'un os casse, ou lorsqu'un os s'est cassé sur une métastase. À visée décompressive, donc si on a une grosse tumeur qui comprime des vaisseaux, donc ça entraîne un œdème, ou si on a un œdème dû à une tumeur au niveau de la tête. Ou à visée hémostatique, là c'est quand il y a une tumeur qui saigne, on peut faire des rayons pour arrêter le saignement. Alors, un petit peu d'histoire. Donc les rayons, c'est très très vieux, puisque la découverte des rayons X, dont vous pouvez voir ici, donc la première radio, c'était fin du 19e siècle, par Röntgen. Et puis ensuite, Marie Curie qui découvre le radium. Et la première utilisation thérapeutique, c'était dès 1900 pour des lésions cutanées. Le radium a été utilisé après pour traiter les cancers. Donc, on a pu l'utiliser dès 1905. On appliquait directement le radium au niveau de la tumeur, notamment au niveau du col de l'utérus, des tumeurs de la peau. Donc, c'était la naissance de la curithérapie. Et puis après, petit à petit, la radiothérapie s'est organisée, notamment grâce à Claudius Regaud, qui a créé les services de radiothérapie. Et puis, vous pouvez voir donc les premières machines qui existaient. Comment ça marche? Alors ici, vous pouvez voir deux types d'appareils. Ce sont des accélérateurs de particules. Donc, ce sont eux qui vont produire soit les électrons, soit les photons. Donc, ça, c'est deux machines que nous avons dans le service. Donc, celle-ci, le TrueBeam. Et puis, celle-ci, c'est la nouvelle arrivée, c'est l'Alcyon. Alors, toute la tête de l'accélérateur que vous voyez ici, puis la partie imagerie, tout ça, c'est à l'intérieur de ce tube. Ce qui fait que le patient va sur la table et c'est la table qui rentre dans le tube. Après, ils font grosso modo les mêmes types de traitements. Quel est le principe de la radiothérapie? On sait depuis le début du XXe siècle que les rayons X vont provoquer des dégâts et puis c'est les cellules cancéreuses qui sont le plus sensibles. Donc les rayons X vont provoquer des dégâts au niveau de l'ADN, c'est-à-dire au niveau du noyau de la cellule, soit par un effet direct, donc directement les rayons sur l'ADN, soit par un effet indirect, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'eau. Et puis on va utiliser ce qu'on appelle l'effet différentiel. C'est-à-dire que les cellules qui sont saines, donc les cellules normales de l'individu,
comme elles sont normales par définition, elles vont pouvoir réparer les lésions dues aux rayons, alors que les cellules cancéreuses, qui sont anormales par définition, elles ont perdu cette capacité de réparer, ce qui fait que soit elles vont mourir tout de suite, ou un petit peu différées, ou lorsqu'elles vont vouloir se diviser, elles ne vont pas pouvoir et elles vont mourir. Et c'est donc cet effet-là qu'on va utiliser pour détruire les cellules cancéreuses, tout en ne faisant pas un trou dans l'individu, que le reste de l'organisme puisse survivre aux rayons. Alors, déjà, comment ça se passe quand on va décider qu'il y a une radiothérapie? Tous les dossiers vont être discutés, ce qu'on appelle en RCP, donc c'est-à-dire les réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, ces réunions vont réunir différents médecins, donc des médecins qui connaissent le dossier, puis d'autres qui ne le connaissent pas, mais qui sont spécialisés. Donc, on va avoir des chirurgiens, des oncologues radiothérapeutes, des oncologues médicaux, donc qui font la chimiothérapie. On peut avoir des radiologues, des anapathes, donc ce sont ceux qui lisent les lames au microscope. Et puis, donc, chaque dossier est discuté, et puis on va voir quel est le meilleur traitement adapté au patient. Et puis, si une radiothérapie est validée, le patient va rencontrer un oncologue radiothérapeute. Donc, il va voir le patient, et puis au vu de la maladie, des antécédents, de l'âge, de l'état général, il va poser ou non l'indication de la radiothérapie, donc confirmer ou non l'indication de la RCP. Et puis, c'est là qu'on va décider quelle dose, quel étalement, c'est-à-dire combien de doses, combien de fois par semaine, donc pendant combien de temps. On explique donc les principes du traitement, comment ça se passe, les effets secondaires, et puis on répond bien sûr à toutes les questions que le patient peut se poser. Ensuite, on va rentrer vraiment dans la partie préparation du traitement. Pour faire le traitement, c'est un traitement qui est hyper précis, donc il va falloir qu'on cible exactement là où on va faire les rayons. Donc pour cela, il va falloir faire un scanner. Donc vous voyez ici le scanner. Et puis ce jour-là, on va déterminer donc la position que le patient aura lors du traitement, puisque le but, c'est que le patient puisse être quand même suffisamment confortable, mais que nous, on puisse faire nos rayons dans de bonnes conditions, et puis que le patient n'ait pas besoin de bouger pendant le quart d'heure que va se passer le traitement. Donc ici, vous pouvez voir différents moyens de contention. Ici, c'est pour un traitement pour un cancer du sein, donc avec les bras surélevés, des repose-bras. Ici, c'est un patient qui a un cancer soit de la tête, soit de la gorge. Donc, on fait un masque thermoformé qu'on pourra remettre à chaque traitement. Ici, vous avez un matelas thermoformé. Donc, c'est un matelas qu'on moule à la forme du corps du patient, ce qui fait qu'il est toujours traité dans le matelas pour avoir toujours la même position. Donc, une fois qu'on a fait cette contention, on fait le scanner. Et puis ensuite, on fait des points de tatouage qui nous serviront au repositionnement lors du traitement. Après, on va avoir toute la partie informatique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un délai entre le centrage, la préparation et le début du traitement. Alors, tout d'abord, le temps médical. Le médecin va contourer sur le scanner la zone à irradier, mais également les organes à proximité. Et puis, parfois, ce n'est pas évident sur le scanner, c'est un peu compliqué, ce n'est pas toujours le meilleur examen. Donc, on va pouvoir céder d'autres examens, comme l'IRM ou le TEP scanner. Donc ici, vous avez un exemple, un patient qui a un cancer du poumon. Donc là, on a le scanner. On voit bien une tache blanche, on sait que le cancer est dans le coin, mais on ne peut pas vraiment bien le délimiter puisqu'il y a ce qu'on appelle une atélectasie, c'est-à-dire que le poumon s'est un peu rétracté. Donc on cède du TEP scanner et on voit bien où ça flash. Donc ça veut dire c'est là où se trouve le cancer. Donc c'est là où il faudra faire les rayons. Et puis on va en profiter pour déterminer où se trouvent les poumons, où se trouve le cœur, la moelle épinière. Dans ce deuxième exemple, c'est un patient qui a une tumeur cérébrale. Ici, on a le scanner. On ne voit pas grand-chose sur le scanner. Mais si on le couple à l'IRM, on voit bien la tache blanche qui correspond au cancer. Donc, ça nous permet vraiment de déterminer au mieux où on va faire les rayons. Un autre exemple, un patient qui a un cancer au niveau de la tête. Donc, on va le coupler. Ce côté-là, on a l'IRM. Ce côté-là, on a le scanner. Donc, on voit bien la toute petite tumeur qui est ici, qu'on ne voit pas au scanner, mais on le voit très bien à l'IRM. Et puis, on va déterminer tous les organes qui sont à proximité, qu'il faut surtout épargner. Donc, on a les yeux, le nerf optique, le chiasma, l'hypophyse. Ici, on voit bien le tronc cérébral, le cervelet.
Donc, on fait tout ce travail. Ici, c'est un cancer de la prostate. Donc là, les organes à risque, ça va être le rectum, la vessie un peu au-dessus, les têtes fémorales. Sur l'IRM qui est ici, on va pouvoir déterminer la prostate. On s'aide aussi du TEP scan parce que ce patient avait des ganglions qui fixaient au TEP scan. Donc, ça nous permet de déterminer où sont les ganglions. Et puis, ce patient lui a implanté des grains de céramique, donc qui nous aideront ensuite au repositionnement. Ici, c'est un patient qui a un cancer ORL. Donc là, on a plein d'organes. C'est une zone où il y a beaucoup d'organes fragiles qu'il faut faire attention. On a les yeux, les fosses nasales, la cavité buccale, le cerveau, la moelle épinière, le larynx, la thyroïde. Et puis, on détermine où on va traiter. Donc, la zone ici du cancer, la zone des ganglions qu'on va irradier. Donc, c'est un gros travail. Il faut compter bien une demi-heure, 3/4 d'heure pour le médecin, pour un patient. Le dossier ensuite va passer aux dosimétristes. Donc, les dosimétristes, ce sont des manipulateurs radio qui ont suivi une formation pendant 1 an donc pour faire de la dosimétrie, c'est-à-dire des calculs de doses. C'est eux qui vont déterminer comment on va faire la radiothérapie, comment on va donner la dose au bon endroit pour épargner tous les organes sains autour. Donc, ça se présente un peu comme ça. On a en rouge, en orange, la zone où on veut délivrer la grosse dose, c'est le cancer. Et puis tout autour, en bleu, c'est les organes sains qu'il faut irradier le moins possible. Donc, grâce au logiciel, on va essayer de reproduire ce crabe donc pour bien irradier le patient. Des exemples. Donc, ça, c'est une jeune fille qui a 20 ans, qui a un cancer, un lymphome de Hodgkin. Donc, c'est une patiente qui va guérir et qui va vivre potentiellement plus de 60 ans. Donc, le but, c'est qu'elle guérisse, bien sûr, mais surtout qu'après, elle n'ait pas les effets secondaires tardifs. Donc, ici, on va avoir la thyroïde, la moelle épinière, les poumons, et puis c'est une jeune fille, donc on a les seins. Donc, il faut qu'on irradie le mieux possible. Et ici, vous voyez, donc en bleu, le trait bleu gras, c'est la zone qu'il faut irradier. Et donc, les dosimétristes vont déterminer. Et on voit bien que la dose, là, c'est la tache vert, bleu, orange. Toute la dose, elle est mise au maximum sur cette zone-là. Donc, on le voit sur un autre cliché de face ou de profil. Un autre exemple, c'est une patiente qui a 2 lésions au niveau cérébral. Donc, une petite ici, une plus grosse ici. Donc, là aussi, calcul de dose. Donc, là, la tumeur, elle a une forme un peu de haricot. Et toute la dose, on essaie vraiment qu'elle se conforme bien et on voit que on y arrive. Toute la partie à l'intérieur du bleu est bien colorée, donc bien irradiée. Par contre, autour, on n'a pas de couleur, ça ne bave pas, donc on respecte bien la forme de la tumeur. Un autre exemple, c'est un patient qui a une tumeur le long de la colonne vertébrale. Ce patient, il a des reins, donc il faut bien épargner. Tout ça, c'est les intestins qu'il vaut mieux éviter d'irradier. Un peu plus haut, on a le foie aussi. Et puis en arrière, la moelle épinière. Donc là aussi, on voit bien qu'on arrive bien à se conformer à la forme de la tumeur et puis qu'on ne déborde pas autour. Donc qu'on protège bien tous les organes avoisinants. Une fois qu'on a fait cette dosimétrie, le médecin va valider la dosimétrie avec l'aide du physicien. Le physicien peut vérifier ce qu'on appelle sur fantôme, c'est-à-dire c'est une sorte de boîte qu'on irradie, c'est une boîte électronique, et puis après, il va vérifier sur ordinateur que ce qui a été décidé, c'est bien réellement ce qui va se passer pour le patient. Et une fois qu'on a validé ça, on va pouvoir faire le traitement du patient. Et voici donc notre appareil de radiothérapie. Le patient est allongé sur la table. Ici, on a la tête de l'accélérateur avec le collimateur. Donc, les rayons X, ils vont sortir par ici. Et là, si on regarde en dessous, ici, donc vous avez la vue ici, vous voyez des petites lames. Ça, c'est des lames qui peuvent bouger et donc qui peuvent adopter la forme que l'on veut. On choisit la forme et ça bouge tout pendant le traitement. Le but, c'est que ces lames se conforment à chaque fois, à chaque angle, à la forme de la tumeur. Ici, on a des systèmes d'imagerie embarqués et on en a ici également. Ça, c'est notre autre appareil.
Donc, tout le système d'imagerie et tout le système de collimateur, tout ça, c'est intégré dedans. On ne le voit pas, mais ça tourne autour. Et là, le principe, le patient est allongé et c'est la table qui rentre dans le tunnel pour pouvoir faire le traitement. Une fois que le patient est positionné, on le voit ici, le patient, on va faire des images. Ça, c'est pour vérifier le repositionnement du patient, vérifier qu'on est bien conforme, qu'il soit positionné exactement pareil qu'au moment du scanner de centrage. Donc, on fait des images, soit par ici, ce qu'on appelle les images MV, soit ici, c'est des images qu'on appelle KV. Donc, hop, ça se passe comme ça. Donc, le patient est allongé, la machine tourne, donc avec les appareils d'imagerie qui sont déployés. Et puis, chaque fois qu'il tourne, elle enregistre des images. Et ensuite, notre logiciel va reconstruire les images pour faire des images en 3D. On obtient ce qu'on appelle les CBCT, comme Beam City, c'est-à-dire c'est des sortes d'images scanners. Voilà, l'appareil fait 180 degrés pour pouvoir acquérir donc les images sur tous les plans. Et puis, on obtient donc ce type d'image. Et on va donc le superposer avec les images de scanner, donc dans les 3 dimensions, donc des images 3D. Et on va vérifier qu'on est bien conforme. Donc là, on voit qu'on suit bien. Ici, sur ce plan-là, ça suit bien aussi. Et sur ce plan-là, frontal, on suit bien. Donc là, on voit que la patiente, elle est bien repositionnée, exactement pareil qu'au moment du centrage. Donc, on pourra lancer le traitement. Ça, ce sont des images en 2 dimensions, donc pareil. On vérifie qu'on est bien conforme, qu'on a la même conformation, notamment ici au niveau du rachis. Une fois qu'on a validé ces images, une autre image, j'avais oublié celle-ci. Donc là, c'est un cancer de la prostate. Donc on vérifie qu'au niveau osseux, c'est bien recalé. On vérifie donc qu'on est bien, les petits ronds soient bien dans les grains de céramique. On vérifie en même temps la réplétion de la vessie, on vérifie le rectum. Et puis donc, si tout est correct, on pourra donc lancer le traitement. Ici, c'est la vérification, donc la manipulatrice qui vérifie, donc ça sur l'autre poste de traitement. Et donc là, on va pouvoir lancer le traitement. Donc c'est le même principe. Le patient est allongé, il ne bouge pas. Et là, pareil, à chaque fois qu'il tourne, délivre des rayons. Et au niveau du collimateur, donc on a vu tout à l'heure l'image, les lames s'ajustent au fur et à mesure, donc pour bien délivrer les rayons. Alors ici, c'est un traitement un petit peu particulier puisque c'est une stéréotaxie. Donc, c'est-à-dire ce sont des grosses doses de rayons délivrées sur 3 jours. C'est de toutes petites tumeurs au niveau cérébral. Donc, l'appareil va assez lentement. Un traitement classique, c'est à peu près 1 minute à chaque arc. Donc, vous voyez qu'en gros, pour le traitement, il faut compter 2 minutes de traitement. La majeure partie du traitement, proprement dit, c'est l'installation du patient, l'imagerie, la vérification. Et après, les rayons, c'est 1-2 minutes. Ça va assez vite. On entend un petit bruit. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Mais autrement, on ne voit rien, on ne sent rien. Pendant le traitement, vous aurez des consultations régulières, puisque le médecin va essayer de voir si le traitement se passe bien, s'il est conforme à ce qui a été décidé au départ. Et puis, on gère ensemble les effets secondaires, on adapte les traitements s'il y a besoin. C'est aussi l'occasion pour poser toutes les questions qu'il faut. S'il y a besoin, on peut proposer des consultations diététiques, donc pour les patients qui ont des difficultés pour s'alimenter, puisque on essaie qu'il n'y ait pas d'amaigrissement. Et puis, c'est normal, c'est une phase qui est difficile pour le patient. On peut avoir besoin d'un soutien psychologique. Donc, il y a des psycho-oncologues qui sont là pour vous recevoir. On a aussi une socio-esthéticienne, puisque dans certains cas, on va perdre des cheveux, on va perdre des sourcils. Donc, c'est important pour les femmes de se sentir bien. Donc, on pourra proposer l'aide de la socio-esthéticienne. Et puis, pour aider à se détendre, à lâcher prise, il y a des séances de sophrologie qui sont proposées.
notamment pour les patients qui sont anxieux, qui sont claustrophobes, qui sont douloureux. Ça peut vraiment apporter un bien-être pour le patient. Et après, les rayons, on va vous suivre régulièrement. En règle générale, la surveillance se fait pendant 5 ans. On va vérifier bien sûr que le cancer ne réapparaisse pas. On va surveiller les effets des autres traitements, par exemple l'hormonothérapie. Et puis, on va surveiller qu'il n'y ait pas l'apparition d'éventuels effets secondaires tardifs de la radiothérapie. Pendant ces phases, pendant le traitement, mais aussi après la radiothérapie, la Ligue est bien sûr là pour vous aider dans tous les soins de support et puis les activités de bien-être. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter parce qu'ils sont d'une très grande aide. Voilà, je vous remercie et puis je suis prête à répondre à vos questions si vous avez des questions. Je reviens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je rebondis juste du coup, oui, sur ce que vous venez de dire. En effet, à la Ligue contre le cancer, on a des activités, on propose des activités bien-être pour les personnes atteintes de cancer et ainsi que des soins de support qui comprennent également des soins de socio-esthétique, un suivi en diététique et des activités physiques adaptées, ainsi que des séances de suivi d'un psychologue et d'un psychosexologue. Voilà, donc vous retrouverez toutes ces informations de toute façon sur notre site internet. Place maintenant aux questions. Je ne sais pas si... Alors, on a une petite question. Alors oui, vous aviez pas encore abordé les effets secondaires de la radiothérapie. Quels sont-ils quels sont-ils? Alors, c'est un traitement local, donc on va retrouver les effets secondaires là où on fait les rayons. Donc, ce sera complètement différent si on traite un cancer du sein ou un cancer de la prostate. Un cancer du sein, c'est ça ce qui va se voir le plus, puisqu'on traite la peau, donc la peau va rougir. Donc, on a le célèbre effet coup de soleil en rectangle sur le sein. Pour le cancer de la prostate, par exemple, ça va être plus les organes profonds qui vont être impactés. Donc, au niveau de la prostate, on a la vessie, il y a le rectum autour. Donc, on va retrouver des effets secondaires au niveau de la vessie, besoin d'aller uriner fréquemment. Au niveau du rectum, des douleurs, ça peut être des diarrhées, des douleurs un peu comme des hémorroïdes. Le besoin d'aller uriner souvent, du coup, on se lève la nuit, donc on est fatigué. Au niveau de l'encéphale, alors là, c'est vrai que c'est plus compliqué, puisque quand on traite le cerveau, ça fatigue énormément. Donc, on va avoir des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire, une fatigue importante. Au niveau de la sphère ORL, là, on va toucher tout ce qui est l'alimentation. Donc, il faut s'imaginer d'avoir une grosse angine, donc des difficultés pour s'alimenter, voir si on éradique le larynx, un peu de difficulté, une toux, peut-être des sifflements pour respirer. Donc, vraiment, on va retrouver une panoplie d'effets secondaires qui vont dépendre de l'organe qu'on irradie. Et puis, tout dépend aussi de la dose. C'est vrai que si on irradie un lymphome, on va faire une petite dose, entre guillemets, c'est de l'ordre de 20 à 30 degrés, donc on aura peu d'effets. Si on irradie une prostate, on va jusqu'à 79 degrés. Donc là, forcément, les effets sont plus importants. Et puis, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Il y a des dames, dès la 2e semaine, elles vont commencer à avoir le sein rouge. Et puis d'autres, à la fin du traitement, c'est à peine rosé, on aura un bronzage plutôt. Et puis, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Il y a des patientes qui ont la peau à peine rosée, elles vont ressentir une très grande chaleur. Et puis, des dames qui ont les seins vraiment rouges écarlates, on se demande comment elles font. Et puis, finalement, elles auront pas mal. Donc, vraiment, c'est variable d'un patient à l'autre. On peut s'aider du coupeur de feu. Ça aide bien, ça aide alors, ça n'atténue pas la rougeur, mais ça permet d'atténuer les symptômes. Donc, vraiment, faut pas se passer de cette aide, ça peut vraiment aider. Et justement, comment éviter au maximum les effets secondaires comme la brûlure ou d'autres? Alors, au niveau cutané, il va falloir faire attention à sa peau. Donc, bien sûr, pas se mettre au soleil, se laver avec un savon ou un shampoing en fonction de la dose, la zone, pardon, un savon doux.
On va éviter le savon de Marseille parce que c'est un peu acide. On préférera un savon, soit un pain dermatologique sur glace en savon, ou soit vraiment des savons adaptés. Et puis, nous, on préconise quand même de mettre des crèmes cicatrisantes après la séance de rayon, ça aide. On ne met rien sans en parler au médecin, donc surtout pas d'huile essentielle, pas de crème qu'on a pris je ne sais où, vraiment des choses douces sur la peau. On évite bien sûr les bains chauds, les douches en piscine, la piscine parce qu'il y a du chlore qui est un petit peu irritant pour la peau, les bains de mer parce que y a le sel. Vraiment, on traite comme une peau de bébé, hein, vraiment. Voilà, des vêtements aussi plutôt en coton. On évite tout ce qui est dentelle, tout ce qui peut gratter. Et puis après, c'est nous en parler, parce qu'en dehors des crèmes, il y a aussi des traitements qui sont adaptés, comme des plaques de gel. Vraiment, il y a des traitements qui sont maintenant très efficaces. Ok. Une autre question, est-ce que du coup il existe des techniques ou matériels mis en place pour améliorer le confort des patients en radiothérapie, notamment au CHD ou dans d'autres hôpitaux? Alors, on essaie de trouver vraiment des positions qui soient confortables pour le patient. Mais c'est sûr que chez nous, c'est pas le mieux. Notre table de radiothérapie, c'est dur et volontairement, on ne met pas de coussin confortable parce que sinon, le patient va bouger et on ne pourra pas reproduire bien la position. Donc, après, on essaie vraiment de s'adapter. Les gens qui ont beaucoup d'arthrose, on essaie de trouver des positions les plus confortables possibles puisque le patient va revenir régulièrement, il va rester sur notre table un quart d'heure. Donc, il faut vraiment que le patient puisse adopter cette position et la conserver. Donc, on essaie de trouver des solutions. Maintenant, voilà, c'est pas hyper confortable. Ok. Juste techniquement, est-ce que vous pouvez arrêter le partage de votre écran? Comme ça, on vous verra en pleine. Alors, je fais quoi? Et juste en dessous, là où il y a tous les onglets, il faut arrêter le partage. Dans l'application Zoom. Ouais, je vais trouver. Je suis C'est pas trop très douée. complexe. Je suis pas très Ne très douée. t'inquiète pas. Je vais enlever. Ah ouais. Ah, mais je peux le faire à votre place. Je viens de trouver. C'est bon, je l'ai fait. Voilà. Autant pour moi. Alors, une autre question. Est-ce qu'il est nécessaire d'être hospitalisé pour une radiothérapie? Si c'est le cas, pendant combien de temps? Absolument pas. La majorité de nos patients sont chez eux. Après va intervenir la géographie. Si on habite très loin, on a des gens qui viennent de l'Île-Dieu, par exemple, de Noirmoutier. Alors c'est vrai que s'ils sont fatigués, on peut leur proposer une hospitalisation. Et puis après, ça peut dépendre aussi si on s'attend à avoir des symptômes un petit peu plus importants. Par exemple, les patients qui ont une tumeur cérébrale avec déjà un œdème, si on fait des rayons, on peut éventuellement aggraver cet œdème. Donc peut-être que les premiers jours, il est préférable qu'ils soient hospitalisés. Mais la majorité des cas, s'ils sont autonomes, il n'y a pas besoin d'hospitalisation. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'être accompagné du coup par un aidant ou un proche lors du traitement? Alors, pour les consultations, la première fois où vous voyez le patient, on propose aussi des consultations d'annonce avec les manipulatrices radio qui réexpliquent vraiment en détail, qui font visiter le service. Alors là, il est recommandé de venir avec un aidant puisque on a du mal à tout enregistrer. Ce sont des consultations très, très denses avec beaucoup d'informations. Donc, il est vraiment utile d'être accompagné. Comme ça, on est au moins deux à entendre. Les consultations hebdomadaires pour le suivi pendant la radiothérapie, c'est pareil, vous pouvez venir accompagner. Par contre, pendant le traitement, bien sûr, ce sont des zones radio protégées, il y a des rayons, donc on ne peut pas venir accompagner dans la salle de traitement. Et puis là, maintenant avec le Covid, on ne recommande pas non plus de venir dans les salles d'attente avec les accompagnants, parce qu'on a des salles d'attente qui ne sont pas très, très grandes. Mais pour les consultations, bien sûr, c'est recommandé de venir avec quelqu'un. Ok. Et vous avez un peu des statistiques sur les chances
les chances de traitement, enfin d'efficacité du traitement, peut-être ça dépend du cancer, du type de cancer, de la Et zone. ça dépend vraiment du cancer, ça dépend du stade de la maladie. On sait qu'on a des cancers qui sont très radiosensibles. Moi, je traite beaucoup de patients qui ont des lymphomes. Souvent, dès la 2e semaine, il n'y a plus de ganglions, il n'y a plus rien. Ça marche vraiment très, très bien. Et puis, on a des cancers qui sont plus radiorésistants. Il faut donner des plus grosses doses. Des cancers où on sait que malgré toute la dose qu'on va donner, on n'arrivera pas à l'éradiquer. On arrivera à arrêter la progression, c'est tout. Donc, vraiment, tout dépend du type de cancer et du stade. D'accord. Je rappelle juste à nos spectateurs que vous pouvez interagir aussi donc via l'onglet discuter ou le question-réponse. Donc une autre petite question, est-ce que du coup d'autres traitements seront potentiellement administrés en même temps que la radiothérapie? Oui, tout à fait. On peut administrer de la chimiothérapie. Donc ça, c'est très fréquent. Par exemple, dans les cancers digestifs, on administre la chimiothérapie en même temps parce qu'on sait que ça va potentialiser, c'est-à-dire que ça va augmenter l'efficacité de la radiothérapie. Donc, oui, on peut le faire. L'hormonothérapie, dans le cancer du sein, en règle générale, on l'arrête. C'est une histoire de cycle cellulaire. On sait que l'hormonothérapie va mettre les cellules en phase de non-réplication et c'est des phases qui sont un petit peu moins radiosensibles. Donc, c'est pour ça qu'on l'interrompt pendant. Pour le cancer de la prostate, on le continue parce qu'on sait qu'il y a une petite interaction entre les deux qui est bénéfique. D'accord, ok. On a une autre question. Est-ce qu'il faut être à jeun pour la radiothérapie? Dans certains cas, oui. Si on traite un estomac, on veut que l'estomac soit vide. Donc là, il faut être à jeun. Dans tous les autres cas, il n'y a aucune nécessité d'être à jeun. On peut venir vraiment en ayant mangé. Alors bien sûr, pas avoir fait un repas gargantuesque, mais un repas normal, il n'y a pas de problème. D'accord. Et justement, est-ce que après, durant le traitement, il faut un régime alimentaire spécifique? Alors, on peut avoir un régime particulier. Si on traite tout ce qui est sphère digestive haute, c'est-à-dire l'œsophage, ou même les cancers de la gorge, l'estomac, il faudra éviter de manger des aliments qui soient acides, parce que ça, on va irriter encore plus. Pas manger trop chaud, pas des grosses bouchées qui peuvent irriter. Si on fait si on traite un cancer de la prostate, nous, on veut que le rectum soit toujours vide. Donc, du coup, on va privilégier un régime pauvre en fibres pour diminuer le volume des gaz et des sels. Donc, ça, c'est vraiment pour nous aider, nous, à faire la radiothérapie dans de bonnes conditions. Si on traite les intestins, on peut avoir de la diarrhée, donc on va essayer de privilégier aussi un régime pauvre en fibres. Après, en règle générale, il n'y a pas d'autres régimes particuliers. Et donc, dans ces cas-là, un suivi avec une diététicienne est systématique ou Pour tous les patients qui ont un cancer digestif, en règle générale, ils sont tous vus par une diététicienne pour les aider vraiment à adapter leur menu. Et puis, c'est des patients qui vont avoir tendance à perdre du poids, donc c'est vraiment important qu'ils voient la diététicienne pour privilégier les aliments qui soient caloriques, pour vraiment éviter de perdre du poids. Pour le cancer de la prostate, on n'est pas du tout dans le même objectif. Donc, si le patient a du mal à faire des menus, on peut lui proposer de rencontrer une diététicienne, mais là, ce ne sera pas systématique. D'accord. On a une autre question un peu plus spécifique sur le CHD. Le CHD pourra-t-il, à plus ou moins longue échéance, pratiquer la curithérapie actuellement pratiquée à l'ICO à Saint-Herblain? J'aurais aimé, mais malheureusement, ce sera non, parce que pour faire de la curithérapie, il y a de la curithérapie à bas débit, donc qui se déroule sur plusieurs jours, la curithérapie à haut débit, où là, on implante des sources radioactives pendant un temps assez limité. Mais c'est des conditions de radioprotection qui sont un peu particulières, c'est un travail en collaboration avec le chirurgien. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Il faut aussi l'autorisation de l'ARS qui nous a été refusée il y a quelques années. Donc, c'est vrai qu'on a quand même
beaucoup d'activités en dehors, donc monter le dossier, c'est un peu compliqué. Faut aussi qu'il y ait suffisamment de patients pour pouvoir faire cette activité. Voilà. Donc, faire de la curithérapie pour en faire 1 ou 2 par semaine, c'est pas très bien parce qu'il faut quand même une expertise. Donc, voilà, malheureusement, on préfère envoyer des gens à Nantes. Ils en font beaucoup, ils ont une expertise, enfin, voilà. Donc, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que voilà, on a choisi de pas faire la curithérapie sur le CHD. D'accord. On a une autre question de Nicole. Combien de temps est-on fatigué après une cure de radiothérapie? Alors, tout dépend. Quand on fait une irradiation au niveau de la tête, à partir de la 3e semaine, on ressent vraiment une fatigue. Tout le reste, tout va dépendre où vous habitez. Si vous habitez Noirmoutier, qui a 60 km à faire, donc à 60 allées, 60 retours, forcément, le transport va beaucoup fatiguer. Si on a un cancer de la prostate, qu'on se lève 6-7 fois la nuit, forcément normal, donc on va être fatigué. Et puis après, il y a tout le stress que ça engendre. Si on a été opéré 1 fois, 2 fois, si on a eu de la chimiothérapie, voilà, c'est vraiment le cumul. Nous, en radiothérapie, on intervient vraiment en bout de course, après la chirurgie, après la chimio. Donc c'est vraiment toute cette fatigue cumulée. Mais la fatigue réellement liée à la radiothérapie, c'est vers la 3e semaine. Et voilà, c'est principalement les patients avec des tumeurs cérébrales, vraiment. Où là, vraiment, on a une fatigue importante. D'accord. Et du coup, après, au bout de combien de temps on sait si le traitement a été efficace ou non? Alors, bien souvent, on fait la radiothérapie qu'on appelle adjuvante, c'est-à-dire c'est pour éviter la rechute, par exemple dans le cas d'un cancer du sein. Donc, en fait, on n'a pas d'examen pour déterminer est-ce que ça a marché ou pas. Ça marchera si la tumeur ne réapparaît pas. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire des mammographies tous les ans. Un cancer de la prostate, on va faire des dosages de PSA réguliers. On a l'habitude de revoir les patients 3 mois après la fin de la radiothérapie. Et puis là, on va voir déjà que le PSA aura diminué. Un cancer de la gorge qui n'a pas été opéré, c'est pareil, on va faire des scanners, on va examiner le patient, et puis là, on verra la tumeur qui va diminuer. Un cancer de la prostate, le PSA, il va diminuer, ça peut mettre 3 ans à diminuer progressivement. Ce n'est pas un traitement qui est immédiat, c'est vraiment un traitement qui prend plus ou moins de temps. Et puis, voilà, un patient qui a été opéré, c'est vrai qu'on n'a pas d'examen pour voir au niveau cellulaire ce qui se passe. C'est vraiment le fait que la tumeur ne réapparaisse pas. D'accord. Donc, il faut rester vigilant quand même encore en faisant… Et c'est pour ça qu'il y a un suivi ensuite, un suivi par les radiothérapeutes, mais aussi éventuellement par les chirurgiens, les oncologues médicaux. Donc, c'est vraiment un suivi régulier. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas se dire, mon PSA est bas, tout va bien, je viens plus. Non, il faut vraiment se faire suivre. C'est très, très important. On peut voir des rechutes de cancer plusieurs années après le traitement. Donc, c'est vraiment très, très important. Et est-ce que du coup, dans les cas de radiothérapie, une activité physique adaptée est recommandée à partir d'un certain temps? Elle est très, très recommandée. Alors, nous, on recommande pendant les rayons d'adapter son activité physique. Il faut bien sûr s'écouter, il ne faut pas s'épuiser, mais c'est vraiment important de continuer à bouger pour le moral. Et puis, on voit que les patients qui ont une activité physique supportent mieux le traitement aussi, ils sont moins fatigués. Il y a une meilleure oxygénation. Et puis, on insiste vraiment énormément, après le traitement, à avoir une activité physique. Ça a été prouvé dans le cancer de la prostate, dans le cancer du sein. Les patients qui ont une activité physique régulière, ça veut dire au moins 30 minutes de marche 3 fois par semaine. Ces patients-là, ils vont mieux supporter les traitements, ils vont mieux se remettre et ils vont moins avoir de rechute de leur cancer. Donc vraiment, c'est très, très, très important. Et puis, je remercie la Ligue parce qu'elle défend vraiment cette position, elle aide à cette reprise à l'activité physique. Donc, il faut vraiment nous en parler parce que sur le CHD, on a mis aussi des consultations de reprise d'activité physique adaptée. C'est vraiment très, très, très important. Et puis, adapté à chaque personne, bien sûr. Oui,
à chaque type de cancer et Chaque de type de personnes. cancer. Ouais. Ok, on arrive dans les dernières questions. Au quotidien, y a-t-il des contre-indications à la radiothérapie? Exemple, fièvre, douleur. C'est exceptionnel d'arrêter une radiothérapie en cours de traitement. Alors effectivement, actuellement, on a l'épidémie de Covid. Mais là, depuis le début de l'épidémie, je pense qu'on a dû arrêter un patient. Parce que même s'il a le Covid, nous, on va prendre des précautions, on va mettre le masque, on mettra plutôt ces patients en fin de traitement, on ne les mettra pas dans les salles d'attente avec les autres. Mais vraiment, on essaie de ne pas interrompre les traitements. Alors bien sûr, si on a la diarrhée, on a la gastro-entérite, on ne va pas venir, évidemment. Mais ça reste exceptionnel. On sait qu'il ne faut pas trop interrompre les rayons parce qu'on perd un peu d'efficacité. Donc vraiment, nous aussi, on s'adapte. Et puis nous, médecins, on est là aussi. Hein. On est un médecin, on peut traiter d'autres symptômes que le cancer. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander. Et puis, on aide. Donc, on peut très bien être sous un autre traitement médicamenteux. Tout à fait. Ok, ça marche. Et écoutez, on a plus de questions. Puis je vais juste rajouter, parce qu'on est en plein dedans, il faut se faire vacciner. Donc, vaccin pour le Covid, vaccin pour la grippe. C'est vraiment important parce que quand on a un cancer, on est plus à risque. Quand on vient à l'hôpital, on rencontre des gens qui peuvent être potentiellement malades. Donc, pour que tout se passe au mieux, que le traitement de radiothérapie se passe au mieux et qu'on ait moins de risque de l'interrompre, il faut se faire vacciner. Voilà. D'accord, merci. Juste, entre-temps, on a une dernière question. Sur quels critères on décide un traitement adjuvant? Ce sont des recommandations nationales ou internationales. Le but, c'est diminuer le risque de rechute. Donc, bien sûr, le grand traitement, c'est le cancer du sein. Hein. Quand on a une irradiation, une chirurgie pour un cancer du sein, et qu'on a conservé le sein, ça reste quand même une maladie du sein. Donc, il faut irradier le sein pour diminuer le risque de rechute. On sait que si on ne fait pas de rayon, on a 15 à 20% de risque que le cancer revienne dans le sein qui a été opéré. Donc, c'est vraiment important de faire cette radiothérapie. Après, on a certains cancers qui sont opérés. On sait que la diffusion microscopique est minime, donc il n'y a pas besoin de faire de rayons par derrière. Voilà. Après, comme dans tout service, on suit les recommandations qui sont préconisées par les sociétés savantes, par l'INCa aussi. Hein. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle juste à nos spectateurs que cette webconférence est enregistrée et donc elle est revisionnable sur notre chaîne YouTube dès la semaine prochaine. Et un petit questionnaire de satisfaction vous sera envoyé pour toujours plus nous améliorer. Voilà, donc je rappelle qu'on a réduit un peu la fréquence de nos webconférences parce qu'on reprend progressivement les conférences en présentiel. Et on en a d'ailleurs fait une en novembre à l'occasion du mois sans tabac. Et il y en aura sûrement une durant le mois de janvier pour le Dry January. Voilà, je vous remercie tous les participants et merci au docteur Elisabeth Dagnon-Alexandre. Merci. À une prochaine. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.